Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Média Sport Info, la chaîne de l'heure au Cameroun qui parle de sport, de tous les sports, qui émet sur les bouquets Canal au 328 en Afrique. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un éminent membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui par ailleurs dirige la commission des infrastructures. Et c'est le président Mongué Nyamsi Daniel. Bonjour président. Bonjour Richard, c'est un plaisir pour moi d'honorer cette invitation. Oui. Oui, c'est un plaisir simplement parce que depuis quelque temps j'avais décidé de me retirer un peu des médias et puis aujourd'hui, bon, je n'ai pas pu résister à l'invitation que vous m'avez envoyée, c'est de partager avec vous quelques réflexions sur l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je suis très honoré et la chaîne MSI avec parce que je voulais déjà savoir d'entrée de jeu comment se porte la commission des infrastructures que vous dirigez. Non, la commission des infrastructures se porte très bien. Nous avons entrevu certains projets que nous avons soumis à l'attention de l'AG, de la FECAFOOT. Oui. Ces projets ont presque tous été validés. Il était maintenant question de pouvoir les implémenter sur le terrain. Et ces projets portaient particulièrement sur la réalisation de certains stades, des aires de jeux dans certaines régions. Nous avons ciblé environ 15 régions du Cameroun. Nous allons réaliser ces stades. C'est vrai qu'on a fait face à une contrainte simplement parce qu'au niveau de la FIFA, on nous a imposé le fait que les terrains sur lesquels nous allons investir soient des propriétés de la fédération. Je pense que c'est dessus que la division juridique aujourd'hui prend le relais et elle s'occupe effectivement de matérialiser, n'est-ce pas, cette appartenance de ces aires pour la fédération. Donc je pense que d'ici quelques temps, nous allons véritablement, parce que en fait, le président nous faisait savoir que les fonds étaient déjà disponibles du côté de la FIFA, mais il fallait simplement qu'on prouve à la FIFA que les aires sur lesquelles nous voulons développer ces infrastructures sont des aires qui sont des propriétés de la fédération. Je pense que c'est à quoi on s'attelle aujourd'hui au niveau de la fédération. Beaucoup de discussions ont eu lieu avec les propriétaires terriens qui nous ont fait des propositions gratuites, il faut le dire. Véritablement, je veux dire, la fédération n'a pas véritablement dépensé pour pouvoir acquérir ces espaces. Nous avons eu beaucoup de dons venant de certaines populations qui désirent effectivement avoir des aires de jeu dans leur zone. Donc, nous sommes en train de tout faire pour essayer de matérialiser cette propriété. Je pense que quand ça sera fait, on pourra commencer à implémenter effectivement la mise en œuvre directe de la construction de ces stades. D'accord, président, mais combien de projets vous avez déjà réalisés ou ceux qui sont en cours? Combien il y en a combien? Bon, au niveau des infrastructures, nous sommes focalisés principalement sur la construction de ces de ces stades-là. Parce que nous avons fait de cela une priorité. Et je pense que cela va aussi avec le niveau des fonds alloués effectivement à la construction de ces infrastructures. Donc, le président a pensé qu'il était plus important de commencer par ces stades. Donc, depuis quelque temps, nous avons travaillé exclusivement dessus. Bien évidemment, cela n'enlève pas le fait que d'autres structures, n'est-ce pas, apportent leur concours à la fédération. Vous allez voir qu'il y a des stades qui se construisent à Bamenda, dans d'autres régions, mais qui ne sont pas le fait du financement fait par la FIFA. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour le moment, au niveau du financement FIFA, nous sommes concentrés effectivement sur ces stades. Nous avons ciblé certaines zones comme Sepayabassi, Samilima et bien d'autres zones dans le nord aussi. Il y a des communautés qui ont été ciblées et je pense qu'on va tout faire pour que les stades soient installés là-bas. Dès que nous aurons tous les documents de propriété. Merci, mais vous savez, chers téléspectateurs, on a en face quand même un éminent membre du comité exécutif et qui connaît le droit. On ne peut pas manquer ce plaisir de lui poser certaines questions qui concernent le droit. Monsieur le Président, le 2 avril dernier, le ministre des Sports a procédé à la nomination de certains membres des staffs à la tête des Lions indomptables. Et au regard du décret du 26 septembre 2000
14. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Bon, c'est une question honnêtement très embarrassante, mais c'est une question éminemment nécessaire, parce qu'il faudrait bien que les uns et les autres sachent de quoi il s'agit. Parce que de plus en plus aujourd'hui, on a taxé mon président de tout, c'est lui qui est frondeur, il s'oppose aux instructions de la présidence, bref. On a tout dit sur lui, mais il est important de savoir certaines choses. D'entrée de jeu, je voudrais quand même préciser une chose. Le président que moi je connais, c'est-à-dire que le président Samuel Eto'o que je connais, c'est quelqu'un qui respecte la République. Donc, c'est pas quelqu'un qui va s'opposer n'importe comment aux instructions, quand en plus elles sont données par la plus grande hiérarchie que nous avons au niveau du Cameroun. Et je sais que c'est quelqu'un qui collabore, c'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui est prêt à faire des compromis. C'est-à-dire que si il avait été consulté, même si il n'avait pas, c'est-à-dire que même si c'est pas son point de vue qui avait été retenu, il serait prêt à collaborer. Donc c'est pas quelqu'un qui est un frondeur. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Moi je pense que pour répondre à votre question, et pour éviter d'être taxé de quelqu'un qui a un parti pris, c'est vrai que je suis de la fédération, mais j'ai le droit d'être froid, exactement. Dans l'analyse que je vais faire. Il faut bien qu'on comprenne le process. D'où nous partons. Oui. Parce que c'est ça, ça dit que tant qu'on n'a pas compris d'où nous venons, on sera complètement perdu. Il se passe qu'en 1959, effectivement, la Fédération camerounaise de football est créée dû au fait qu'il y a une émulation du sport qu'on appelle football un peu partout. Du coup, au Cameroun aussi, on pense qu'on peut s'organiser pour participer aux activités qui sont déjà organisées par la FIFA. Alors, la Fédération camerounaise de football est née. Sauf que pour participer à ces activités, il faudrait bien qu'elle s'affilie auprès de la FIFA, ensuite auprès de la CAF. C'est ce qui va être fait en 62, en 62 et en 63. Oui. Alors, sauf que quand vous allez vous affilier à la CAF, à la FIFA, la FIFA vous pose des principes. Ces principes sont contenus dans les articles 14 et 19. Je pense que c'est même mieux qu'on les lise, parce que c'est très important. Pour ceux qui nous écoutent, c'est très important. Alors, commençons par l'article 14. Parmi ces conditions que la FIFA pose, la FIFA dit 14 alinéa I, diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu'aucun tiers ne s'y immisce conformément à l'article 19 des présents statuts. Je vais à l'article 19. Exactement. Oui, je vais à l'article 19. L'article 19 dit, ici, l'article 19, alinéa 1. Chaque association membre doit diriger ses affaires en toute indépendance, sans influence indue d'aucun tiers. Oui. Parmi les principes que la Fédération internationale de football pose, il y a ces deux grands principes. Il dit que oui, Fédération camerounaise de football, vous venez, vous vous affiliez chez nous, mais sachez que nous avons des principes. Oui. Et il faut les respecter. C'est-à-dire que nous allons vous donner l'affiliation, mais nous ne voulons pas que des gens s'immiscent dans la gestion de vos affaires. Donc, c'est un peu la base. Si on a cette base, c'est qu'on a vu tout faux. Exact. Le deuxième texte que je vais prendre, c'est la loi de 2011 qui organise les activités sportives, qui va avec le temps être modifiée par la loi de 2018. Cette loi-là, dans son article 44, pose certains principes. Je reviendrai sur ces principes-là tout à l'heure. Okay. Ensuite, donc, comme troisième texte que je vais prendre, ce sont les statuts de la fédération. Et je vais vous dire après pourquoi est-ce que je les classe ainsi. Ce sont les statuts de la fédération. Que disent les statuts de la fédération en la matière? D'accord. C'est important, on entrera dans les détails tout à l'heure. Le quatrième texte que je vais donc prendre, c'est la loi de 2014. C'est le décret de 2014
signé par le président de la République. Que disent les dispositions de ces décrets? Ça aussi, on discutera de cela parce que je sais que c'est le point d'achèvement de tout ce que nous écoutons aujourd'hui. Je pense que hier encore, j'ai suivi des échanges dessus entre Maître Mamaye et Maître Guini, qui étaient assez cordiaux, mais où il y avait des vérités qui jaissaient de l'un ou de l'autre. Il était important, effectivement, qu'on fasse un peu plus de clarification. Et quand ça vient de la fédération, je pense que les gens ont un peu plus d'écoute. Le cinquième texte que je vais prendre, c'est la convention. Ok, de 2015. De 2015. D'accord. Je voudrais expliquer quand même quelque chose par rapport à la convention. Il faut qu'on s'accorde sur un principe. La convention n'est pas un texte complémentaire du décret. Non. C'est un texte dérivé. Exactement. Et j'expliquerai après pourquoi je fais cette différence entre un texte complémentaire et un texte dérivé. Ensuite, nous aurons la loi de 2018. Parce que tout à l'heure, quand j'expliquais, j'ai parlé de la loi de 2011. Parce que n'oublions pas que quand le décret du président de la République est signé en 2014, c'est sous le couvert de la loi de 2011 qui organise les activités sportives, qui plus tard est modifiée ou alors abrogée et est remplacée par la loi de 2018, la loi du 15, voilà, de juillet 2018, qui organise les activités sportives. Ensuite, comme dernier texte que je vais prendre, c'est un texte dont on ne fait pas beaucoup allusion, mais c'est un texte très important et je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. C'est une décision signée par le ministre des Sports en 2019, le 3 août 2019. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que cette décision est importante. Parce que vous devez constater que, en fait, concernant la désignation de l'encadrement sportif des Lions indomptables, il y a une cohabitation entre des textes réglementaires et une pratique informelle. Parce que vous allez bientôt me demander la question, mais d'où vient-il que de temps en temps on fasse allusion à la présidence? Pourquoi c'est la présidence? Donc je vais expliquer pour que les gens comprennent. Quand j'ai donc fini de présenter ces textes-là, parce qu'on ne peut rien faire sans ces 6 textes. Ces 6 textes doivent être un peu comme nos textes de chevet. Chaque fois qu'on a un c'est comme la Bible. On ira donc puiser dans l'un des textes. Alors, je vais commencer par la loi. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé par dire que toutes les associations devaient être assujetties au principe assujetties au principe de la FIFA. Et je vous ai cité l'article 14 et l'article 19. Sauf que le président de la République lui-même, dans la loi de 2018, a donné une classification ou une stratification des textes à appliquer en matière de sport et particulièrement de football. Je vais lire les dispositions de la loi. Je vais lire l'article, je ne sais pas où c'est l'article 44. Voilà. L'article 44, c'est le président c'est un texte signé par le président. Le texte dit ceci. Les fédérations sportives sont régies par les dispositions de la présente loi, c'est-à-dire la loi de 2018, virgule. Leur statut et règlement. Donc après la loi de 2018, on a quoi? Leur statut et règlement. Ainsi que ceux des entités sportives internationales auxquelles elles sont affiliées. Tu vois donc que le président, lui, il a plutôt inversé la pyramide. Il dit au Cameroun, les textes qui sont applicables en matière sportive sont d'abord les dispositions de cette loi-ci. Ensuite, les statuts et règlements des fédérations. Enfin, les textes à l'international. Ça, c'est la logique du président. Et qui n'a jamais posé problème. Parce que je dis que le président, il est le garant le garant de toutes ces activités. On a toujours dit que c'est le premier sportif. Donc, quand il donne des règles, on a l'obligation de les suivre. La question que je vais poser maintenant, c'est est-ce que sur la base de ce texte, on peut connaître
qui doit désigner le staff. Pas encore. Non. Moi, je réponds même Non. directement. Non. On ne peut pas connaître qui peut désigner le staff à base de ce texte. Exact. D'accord. Donc, on le met de côté et on passe à quoi? Maintenant, on passe au statut des fédérations. Très bien, on passe au statut des fédérations. C'est le président lui-même qui dit, hein, ce n'est pas lui-même qui dit que c'est la loi si. Oui. Ensuite, les statuts de fédération et les autres textes après. On prend donc les statuts de fédération. Quand moi je prends les statuts de la fédération, je vais lire les dispositions très constantes. Depuis les statuts 2015, je vais lire ceux de 2019, ceux de 2021 et ceux de 2023 pour vous montrer comment est-ce que cette disposition concernant la désignation du staff est constante dans les statuts. On est d'accord? D'accord. Ok. Je vais prendre l'article 40 des statuts. Article 40, alinéa 11. C'est très bien. Article 40, alinéa 11 dit quoi? On est en train de parler des prérogatives du comité exécutif. Parce que ça aussi, c'est une précision qu'on ne donne pas souvent. Ce n'est pas le président de la FECAFO qui désigne le staff. Oui. Il faut qu'on soit clair dessus. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait même pas qu'il y ait une ambiguïté dessus. C'est-à-dire que M. Samuel Leto, président de la FECAFO, ne peut pas se lever un jour et dire « je m'en vais désigner le staff ». Non, il ne peut pas. Non. Il y a une structure propre qui désigne le staff. On est dans l'article 40. Je voudrais que ceux qui nous suivent, nous suivent avec des textes. Exact. Pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'on lit autre chose. Article 40, alinéa 11. Recruter les entraîneurs et les membres des structures d'encadrement des sélections nationales sur proposition du président de la FECAFO. Sur proposition. Voilà la prérogative du COMEX. Recruter. Donc, c'est une prérogative sans équivoque. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est une prérogative exclusive du comité exécutif. Seul le comité exécutif peut procéder au recrutement des entraîneurs et des membres de la structure d'encadrement. Vous voyez donc que quand on se limite donc à la stratification que le président de la République lui-même a donnée, et on va donc dans le deuxième texte qui pour lui est comme le texte à consulter après sa loi de 2018, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et ça, ce sont les dispositions de la loi des statuts de 2015. Quand je dis 2015, c'est pour dire que ce sont les statuts qui suivent directement le décret de 2014 et la convention. Exact. Donc, pour dire que s'il y avait même débat par rapport à cette situation, les statuts n'auraient pas été écrits ainsi. Ainsi, oui, auraient été modifiés. Voilà, vous comprenez. Donc, c'est pour dire que quand... Et puis, moi, j'ai toujours aimé dire aux uns et aux autres que quand on fait des débats sur des textes qui ont été rédigés par des très grands juristes, il faut faire très attention. Parce que cette convention dont on parle aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre, a quand même été signée, supervisée par... Je veux même dire par le professeur Joseph Bouna, qui est constitutionnaliste, qui pour nous est un modèle en Oui. matière de droit constitutionnel. C'est un modèle, je dis encore, c'est un modèle. Je mets à défi quiconque. Oui. C'est un modèle. Donc, il a été assisté par d'autres personnes comme le professeur Mukwashi, qui sont des références En matière de droit au Cameroun. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que ces textes-là, quand nous avons discuté tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que ces textes n'ont aucun problème. La polémique qu'il y a dessus est sans objet. Sans objet. Ce sont des textes qui sont tellement clairs, qui ne posent même pas d'ambiguïté. Donc, rendu à ce niveau de nos échanges, vous voyez donc, si on s'en tient au statut, le problème est réglé. On n'a pas parlé du ministère ici, on a parlé de rien d'autre. Qui plus est, il y a une très grande disposition dans ces statuts dont on ne fait pas souvent allusion, mais qui, pour moi, sont des dispositions déterminantes. Je vais aller lire la disposition, je vais aller lire concernant les statuts, les dispositions de l'article 100.
pour ceux qui ont les statuts, ils peuvent lire sans trop. Sans trop. Et cette disposition a un intitulé. L'intitulé, c'est Prééminence des statuts. Les statuts. Il faut rappeler que Prééminence- c'est les statuts de 2023. C'est le statut de 2023. Ok. Ok. Prééminence des statuts. Je lis une extinction, ce qui est dit. En cas de contradiction entre les dispositions du présent statut et celles d'un règlement ou d'un code, notons que les décrets font partie des règlements. Exact. Oui. Et on dit ou d'un D'un code, code. c'est-à-dire que Oui. c'est de manière générale, Oui. on n'a pas spécifié. Ou celle des statuts d'une ligue affiliée, les dispositions du règlement ou du code, ainsi que celles des statuts de la ligue sont réputées non écrits. Donc c'est pour vous dire que tous ces textes qui gravitent autour des statuts sont couverts par la clause que nous appelons souvent la clause du réputé non écrit. Non écrit. Exactement. Vous comprenez un peu? Oui. Et c'est très clair dans ce statut. Et je vais encore vous démontrer que c'est plus clair quand on va atteindre les échanges sur le décret de 2014 et la convention. Vous voyez donc rendu, si on se limite seulement aux dispositions des statuts, on n'a plus de débat. Mais quand je dis ça, vous allez me dire, mais attendez, si vous avez de telles prérogatives, pourquoi est-ce que son a été nommé par un arrêté? Voilà. C'est très bien de le dire. Je vais donc revenir à ce que je disais tout à l'heure. Nous partons de quelque part. C'est comme si vous avez lu dans mes pensées. Nous partons de quelque part. J'ai commencé par vous donner les statuts de la FIFA. La FIFA. Mais après ces statuts de la FIFA, la fédération a bien fonctionné. Il y a eu des textes. Oui. Il y a donc le texte de 72 qui organise l'équipe nationale. Il y a eu le texte de 76 qui complétait le texte de 72. On a eu ensuite le texte de 78. Vous comprenez? Toujours un complément. Et ensuite, on a eu un texte que je considère comme un texte charnière, c'est le texte de 85. Pourquoi j'insiste sur le texte de 85? Je vais vous dire pourquoi. J'insiste sur le texte de 85 parce que le texte de 85 a une clause qui est tellement importante au niveau de ces dispositions finales. Et je vais expliquer. Vous voyez, l'article 2 de ce texte dit ceci. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire. Il faut bien noter ce que je dis. Toute disposition antérieure contraire. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que tout ce qui a été décidé avant, oui, ça n'existe plus. Faux. C'est justement ça. Antérieur contraire. Antérieur contraire. Ça veut dire que tout ce qui a été décidé avant, qui est contraire à ce texte, n'existe plus. Exact. A contrario, ce qui n'est pas contraire est actuel. Très bien. Très bien. C'est pour ça que c'est important que je le dise, pour que vous compreniez un peu la nuance. Ce texte-ci abrogeait toutes les dispositions des textes de 72, de 76, de 78, et de 80. Concret. Parce que là, nous sommes sur le texte de 85. 85, oui. De 85. Oui. Ce qui est encore plus bien dans ce texte de 85, c'est que ce texte nous dit comment ça se faisait avant. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que c'est toujours le président de la République qui signe ce texte. Oui. Je vais vous dire comment ça se faisait avant. L'article 26, nouveau, de ce texte dit quoi? Les directeurs administratifs et techniques, ainsi que les entraîneurs nationaux et provinciaux, prévus par le présent texte, sont nommés par arrêté présidentiel. Les entraîneurs sont nommés par arrêté présidentiel. Par arrêté présidentiel. Ça veut dire qu'en 85, le président a encore la main sur le... Bien. Les chefs de bureau prévus à l'article 7, les chefs de bureau dont on parle ici sont ceux qui géraient l'administration et les finances. Je peux vous lire la disposition, c'est une disposition de la loi de 72.
est nommé par arrêté du ministre chargé des Sports. Voilà ce qui était prévu en 85. C'est pour ça qu'il y avait même plus grave en 85. Il y avait même plus grave avant. Attends, je vais vous lire des dispositions d'un texte d'avant. Voilà. Il y avait un texte. Je vous lis des textes comme ça pour que vous puissiez comprendre. Quand on va passer à 2014, c'est qui change. Vous comprenez un peu. Toujours dans le texte, dans les textes avant, on disait ici, le montant des primes prévues à l'article 2, c'est-à-dire les primes de restauration, de transport, du présent texte est fixé dans chaque cas par le ministre chargé des Sports, compte tenu des crédits budgétaires disponibles et payables sur présentation d'un état certifié. Donc vous voyez qu'à cette époque-ci, c'est le ministre des Sports qui gère tout. Il ne nomme pas les entraîneurs, c'est le président qui les nomme, mais c'est lui qui détermine la prime. Exactement. Vous comprenez un peu, non? Ça, nous sommes dans le texte, nous sommes ici dans le texte de 78. Je vais même aller plus loin. Je vais aller plus loin parce que il ne faisait pas seulement ça. Je vais vous dire autre chose. C'est même le ministre des Sports qui convoquait les joueurs. Ah oui? Oui. Ça, nous sommes là sur le texte, nous sommes encore là sur le texte de 112, l'article 9 et 10. Oui. Ces articles disent en substance, tout engagement de l'équipe nationale à une compétition internationale est subordonné à l'approbation préalable du ministre chargé des Sports. Exact. On est d'accord? Article 10. Les demandes d'autorisation d'absence des joueurs de l'équipe nationale auprès des employeurs, c'est-à-dire que quand il fallait saisir les équipes, relèvent de la compétence du ministre chargé des Sports sur proposition de l'entraîneur national et sélectionneur. Le schéma, c'est quoi? Je lui explique pour qu'on comprenne bien. Le président nous met, par arrêté présidentiel, l'entraîneur. Le ministre nous met, celui qui était chargé de la coordination, par arrêté ministériel. Et l'entraîneur faisait donc sa liste qu'il soumettait au ministre, et c'est le ministre qui faisait les convocations. Nous sommes là en plein avant 85. Voilà ce qui se passait. Donc il est important qu'on comprenne ça. Maintenant, ensuite donc, vient donc le décret de 2014. Je commence par la fin, pour que vous puissiez comprendre bien la nuance. Vous comprenez un peu. L'article 22 de ce décret de septembre 2014 dit quoi? Sont abrogées toutes les dispositions antérieures du présent décret. Tout à l'heure, on a dit quoi? Antérieures contraires. Ici, c'est toutes les dispositions antérieures, notamment celle du décret 72, portant organisation de l'équipe nationale, ensemble, ses modificatifs et ses textes subséquents. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait jusqu'à 85 à la poubelle. Donc, le président décide de réorganiser l'équipe nationale. Avant, on a vu que c'est lui qui nommait le coach. Il décide de réorganiser. Quand il décide donc de réorganiser, qu'est-ce qu'il propose? N'oublions, on vient de voir tout à l'heure que dans le 85, c'est lui qui nommait. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était une cohabitation entre les textes formels et l'informel. Je l'ai dit encore que quand on est dans les statuts, c'est le COMEX qui recrute les entraîneurs. Un peu. Mais sauf que dans la loi de 2018, le président a inversé la pyramide. Il vous dit que non, désormais, commencez à considérer d'abord les dispositions de ma loi. Ensuite, vos statuts. J'ai l'impression que peut-être il prend acte à un moment du fait que c'est une prérogative qui n'est pas la sienne. Non, qui n'est pas la sienne. N'oublions pas qu'en 85, c'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme. Ça dit qu'il ne faut pas qu'on perde ça de vue. C'est lui qui nomme en 85. En 2014, il décide donc d'effacer tout ce qu'il y avait avant. En 85, le texte disait
disposition antérieure contraire. En 2014, il dit disposition antérieure full stop. Et notamment ici, il cite le décret de 72 et tous ces textes subséquents modificatifs. Ouais. Donc, le décret 78 dans l'eau, celui de 85 dans l'eau, tout est dans l'eau, tout se résume donc. Ce texte devient donc décidément comme le bréviaire. 2014. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que ce texte devient donc comme le texte qu'il ne faut pas ne pas avoir. Parce que tous les autres sont réputés nuls, sont réputés annulés du fait de ces dispositions. Maintenant, je vous ai dit que pour moi, c'est le comité exécutif qui nous. Ce n'est même pas le président de la FECAFOOT. Parce qu'il y a des gens qui me confondent. C'est le comité exécutif qui a cette prérogative et c'est une prérogative exclusive. Je vous ai lu l'article 103 qui parle de la prééminence des statuts de la FECAFOOT sur tout autre texte. Et je vous ai dit que tous les textes périphériques qui tournent autour de la FECAFOOT sont scotchés par le principe de la réputation de n'avoir pas été écrite pour certaines dispositions. Mais monsieur Mouguet, j'ai un problème. Oui. Au vu de ce que vous avez dit, Oui. d'où partent les hautes inscriptions? Très bien. Ça, c'est une très belle question. Mais avant d'y aller, commençons déjà par voir ce qui se fait. On a laissé la vérité. La vérité, c'est que c'est le comité exécutif qui doit le faire en toute liberté. D'accord? On est revenu sur certaines dispositions qui ont été signées par le président de la République. Comme on veut faire du juridisme, je préfère qu'on fasse un peu de juridisme. Okay. D'accord? Avant d'arriver à... Parce que moi, je vous ai déjà dit quelle est la vérité. La vérité, c'est que c'est le COMEX. Exact. Mais comme il faut faire du juridisme, faisons du juridisme. D'accord. De plus en plus, on parle de la convention. Commençons d'abord par dire ce que le texte dit. Le décret. C'est le président qui écrit. Vous comprenez un peu? Oui. Le président dit quoi? Il dit à l'article 3 que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, si après dénommée FECAFOOT. Oui. Qu'entend-on par gestion administrative? Mais la gestion administrative, c'est le recrutement, ce sont les affectations, c'est le suivi administratif d'une personne. Oui. D'accord. Tout comme la gestion sportive, tout comme technique. Exactement. C'est-à-dire que ce sont des mots c'est ça qu'il faut expliquer. Non, ce sont des mots qui se tiennent. Moi, ce n'est même pas là le débat. Parce que dès que le président a déjà dit ça, il écarte tout un pan. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit lui-même. Parce qu'on a vu qu'avant, c'était lui qui nommait par arrêté. Oui. C'est ça, non? Que ce soit lui-même, que ce soit le ministre, la gestion administrative, sportive et technique ne les regarde plus. Ce n'est plus de leur domaine. On est d'accord, non? C'est-à-dire que c'est le président lui-même. Ensuite, il va à l'alinéa 2 pour dire la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base de conventions et textes particuliers. Première chose, la conséquence c'est quoi? C'est que la convention intervient ici seulement dans l'aspect financier. On est d'accord? Oui. Pourquoi ça intervient seulement dans l'aspect financier? Revenons au texte de base. Parce que en 72, c'est l'État seul qui finançait. L'article 8 de la loi de 72. L'équipe nationale dispose d'un budget de fonctionnement annuel alimenté par des subventions de l'État, des subventions de l'Office national des sports. La fédération n'avait rien à voir dedans en 72. C'est l'État qui finançait tout. Maintenant, le chef de l'État dit, et c'est normal, parce qu'avec le temps, les choses ont évolué. La fédération signe des contrats, les partenaires. Ils ont commencé à avoir un peu d'argent. Ils ont commencé à avoir un peu d'argent. Le président dit, attention, maintenant, l'État ne va plus s'occuper seul de l'aspect financier. Exactement.
vous allez vous entendre avec le ministère pour gérer cet aspect. Et le texte ne peut pas entrer dans les détails parce que la situation financière, la gestion financière évolue. Ça intègre beaucoup de choses. La restauration, la logistique, tout ça. Donc, du coup, en fait, le président estime que le ministre et le président de la FECAFOOT doivent s'asseoir pour discuter de tout ce qui peut se passer sur le plan de la gestion financière. Ça veut dire qu'en fait, ici, on ne parle plus de la technique, on ne parle plus de l'administration, on ne parle plus du sportif. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ces textes-là, moi je ne comprends pas où les gens font la sorcellerie. Chacun explique ça comme il veut. Pourtant, les textes sont tellement clairs. Tellement clairs. Vous voyez donc que quand vous avez donc lu ça, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que la fédération s'occupe de la gestion administrative, sportive et technique, c'est tout. Et maintenant, la fédération et le ministère s'occupent de l'aspect financier. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble sur la base d'une convention pour l'aspect financier exclusivement. Ça veut dire que si maintenant vous prenez une convention qui dit le contraire de ce que le décret dit, les dispositions de cette convention qui sont contraires sont réputées nulles. Très bien. Pas nulles. Parce qu'il faut faire réputée ne pas exister. Non écrite. Non écrite. Exact. Parce qu'il faut faire la différence entre la nullité et les résolutions non écrites. Parce que la nullité, il faut passer par un juge. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est tellement clair, c'est simple, c'est limpide. Surtout que il est bien dit concernant ces sélections que il est bien précisé que il est bien précisé ici que c'est le président de la FECAFOOT qui détermine les tâches de cette équipe d'encadrement. Oui, c'est le président de la FECAFOOT parce qu'il est bien précisé que c'est lui, c'est-à-dire que l'article 5, alinéa 3, les attributions de chaque équipe de la structure d'encadrement sont définies par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Mais la question que les gens vont me poser, on va dire que l'équipe d'encadrement, alors c'est quoi? L'équipe d'encadrement, c'est bien répondu à l'article 5, alinéa 1. Le président lui-même décrit ce qu'il entend par équipe d'encadrement. Il dit, chaque sélection nationale est dotée d'une structure d'encadrement comprenant, et il cite 6 équipes. Et une 7e optionnelle. 6 équipes et une 7e optionnelle. La première équipe, c'est l'équipe technique. La deuxième, équipe médicale. La troisième, équipe chargée de la logistique. La quatrième, équipe chargée des équipements. La 5e, équipe chargée de la communication. La 6e, équipe chargée de la sécurité. Et il y a donc une 7e équipe qui est optionnelle. Et c'est dit à la ligne 2. Une équipe d'éducateurs civiques peut, en tant que de besoin, être mise à la disposition. C'est la première fois dans le décret que le terme mise à la disposition intervient. Et c'est très important parce que toute la polémique part de la mise à disposition. Vous voyez donc qui on doit mettre à la disposition. C'est une équipe d'éducateurs physiques. Ça, c'est les premiers à mettre à la disposition. Les deuxièmes à mettre à la disposition sont cités à l'article 6. On dit, nonobstant l'organisation de la sécurité par les instances internes de la FECAFOOT, l'État met des agents ou du personnel de sécurité à la disposition des sélections nationales de football engagées dans les compétitions internationales. C'est la deuxième fois. Donc ici, en dehors de la désignation de ces équipes, qui peut être mise à la disposition, c'est une équipe d'éducateurs physiques et une équipe complémentaire de personnes de sécurité. D'accord. J'ai vu des notions, des gens maîtres commencer à discuter sur la notion de mise à disposition. J'ai vu des gens sortir le doctorat en droit administratif sur cette question. Mais je vous ai dit une chose. La mise à disposition, c'est quoi? Très bien. C'est une très bonne question. Retenez une chose. Nous sommes en droit sportif. Je le dis toujours. Ce n'est pas un droit général. Les fins spécialistes appellent ça un droit étroit. Nous sommes en droit étroit. Ça veut dire que c'est un droit purement sportif. Il faut donc chercher
ce que signifie la mise à disposition. Oui. C'est quoi la mise à disposition? Exact. D'où sort ce terme de mise à disposition? Exact. Je vais donc vous prendre, puisqu'on est un bréviaire, non? C'est la loi de 2018. Le président lui-même a dit à l'article 44, Oui. d'abord la présente loi, ensuite les statuts, avant toute autre chose. Voilà. Je vais vous lire l'article 69. Je vais vous lire l'article 69. 68 d'abord, je pense, oui. 68 d'abord. Voilà, et 69. Pour qu'on puisse ensemble cerner la mise à disposition dont parle le président dans le décret. N'oublions pas que c'est le président qui a signé la loi signée. Ben oui. Donc c'est lui qui a signé la loi, c'est lui qui a signé le décret. Donc il sait de quoi il parle. D'accord? Ok. Article 69. 68 d'abord. L'État et les collectivités territoriales décentralisées peuvent, outre les subventions prévues à l'article 67 ci-dessus, accorder aux athlètes, associations sportives et acteurs du mouvement sportif des ressources humaines, matérielles et logistiques. C'est l'État. C'est-à-dire que l'État peut accorder des ressources humaines, matérielles et logistiques. Article 69. Les ressources humaines visées à l'article 68 ci-dessus peuvent être des fonctionnaires en détachement ou des agents de l'État relevant du code du travail mis à disposition. On a donc précisé ici quelles sont les personnes qui doivent être mises à disposition. Des fonctionnaires. Et Maître Nguyen a très bien expliqué ça hier lors du débat. Il a très bien expliqué. C'est vrai que sur ce point-là, il ne s'accordait pas avec Maître Ma. Mais Maître Nguyen était plus cohérent en fait. Il a bien expliqué. C'est vrai qu'il allait puiser dans les statuts de la fonction publique, mais il n'avait pas besoin d'aller si loin. Parce que la loi de 2018 a dit qui ont mis à disposition. C'est les fonctionnaires ou les agents relevant du code du travail. Exactement. Article 69, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. On est en train de faire du juridisme, puisqu'on a dit qu'on pose. Donc, c'est pour qu'on comprenne, parce que. Donc, c'est pour te dire donc ceux qui doivent être mis à disposition ici, c'est clair, ça ne peut être que des fonctionnaires. Et ça cadre effectivement avec ce que le président lui-même a dit dans son décret, puisque dans son décret, je t'ai dit qu'il y a une équipe optionnelle, une équipe d'éducateurs civiques, ou alors une équipe de sécurité complémentaire à celle qui est déployée par la FECAFO. Donc ça peut être que des fonctionnaires ou des agents de l'État. Des agents relevant du code du travail. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pour ça que je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné chaque fois que je parle de ça, simplement parce que je me suis rendu compte en fait qu'en droit sportif, les gens ne lisent plus beaucoup les textes. Ça, c'est malheureusement dommage, mais c'est ça. Parce que si tous s'étaient concentrés pour pouvoir lire ces textes, il n'y aurait même pas eu ces débats, surtout sur la convention. Comment est-ce que les gens peuvent faire autant d'amalgame quand le président lui-même a déjà précisé que la gestion administrative, c'est la fédération et la gestion financière, c'est en collaboration sur la base d'une convention. Mais monsieur Monguet, le ministre, dans sa lettre au président, avait évoqué que la convention n'était pas claire, ni dans le décret, ni dans la convention, n'était pas clair sur celui qui doit nommer véritablement le sélectionneur. Est-ce que, au vu de ce que vous avez dit, il ne s'est pas un peu trompé? Non, vous savez, c'est trop difficile pour moi de dire qu'une haute autorité s'est trompée. Non. Je ne voudrais pas dire ça comme ça. Je préfère peut-être dire qu'il n'avait pas tout l'éclairage nécessaire. Le ministre ne connaît pas tout. Le ministre ne connaît pas tout. Il a des chargés d'études autour de lui qui lui apportent des informations et qui lui donnent des textes. Et voilà, qui font des notes, qui argumentent sur un plan ou sur un autre. Donc, je ne peux pas dire que le ministre s'est trompé. Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas sur la base de la convention qu'on peut nommer l'équipe d'encadrement. C'est clair. Parce que la convention ne concerne pas la gestion administrative.
Elle ne concerne aucunement la gestion administrative. La convention ne doit concerner que les aspects financiers. D'ailleurs, je vais prendre cette convention puisqu'on parle d'elle. Je vais vous lire quelques dispositions de la convention pour que vous puissiez comprendre. Déjà, la convention a 5 parties. La première partie, vous savez que les textes en droit sont. Première partie, c'est dispositions générales. Deuxième partie, gestion financière des sélections nationales. Ensuite, on a la troisième partie, modalité de prise en charge des sélections nationales. Modalité de prise en charge. Et ça va de l'article 5 à l'article 9. Donc, quand on va lire l'article 9 tout à l'heure, intégrer que c'est dans la partie modalité de prise en charge des sélections nationales. C'est très important. Ensuite, on a la partie 4 qui concerne la sécurité des sélections nationales. Et ensuite, on a des dispositions sur les dispositions finales diverses. Vous voyez que en aucun cas ici, ce texte qui a été signé par le professeur Joseph Orona et le ministre Adungawa. Oui, ne parle pas de la gestion administrative. Jamais de la vie. Et je vais vous expliquer encore pourquoi. Allons-y donc dans ce fameux article. Donc, avant d'aller à l'article, je préfère quand même vous donner déjà l'objet de la convention. Parce que s'il y a convention, ça veut dire qu'il y a objet. La convention porte sur quoi? Exactement. Et le professeur Joseph Orona a été aussi clair sur cet aspect. Très clair, très précis. Il n'a pas été générique. Il est allé jusqu'à citer point par point ce sur quoi porte la convention. Je vais donc lire. Il dit, à ce titre, elle précise, on est à l'article 1er, alinéa 2. À ce titre, elle précise les modalités de gestion des sélections nationales de football concernant notamment les aspects liés à deux points. Regardons donc les aspects sur lesquels porte la convention. La gestion financière des sélections nationales. Logique, non? Puisque tout à l'heure, le président a dit que ça concerne avec la très bien. La prise en charge des joueurs et des membres de la structure d'encadrement. Logique, non? Exact. Les modalités de fixation des montants des primes olympiques. Logique, non? Oui. Les modalités de paiement des primes. Logique, non? Logique. Les modalités d'allocation de ressources destinées au paiement des primes. Logique, non? Le contrôle de l'utilisation des subventions allouées par l'État. Ce sont les finances. C'est normal qu'il faut un contrôle. La sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement. Logique, non? On a parlé tout à l'heure de l'équipe. On a parlé de l'équipe de sécurité. L'organisation matérielle des rencontres sportives internationales. Point final. Il n'y a même pas un etc ici. Non. Pour dire que etc. Il n'y a pas. Non. Donc la convention est claire. Elle est précise. Et moi je dis, il faut que les gens fassent attention parce que quand des gens s'appuient sur cette convention pour nommer, non mais c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Allons-y au fameux article 9 et je veux vous expliquer pourquoi je dis que c'est une grosse hérésie de penser qu'on peut s'appuyer sur l'article 9 pour pouvoir nommer. Article 9. Recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. Normal, c'est un rappel. Ça veut dire que quand on parle de recrutement ici, c'est un rappel. C'est un rappel des dispositions du décret de 2014. Les membres de la structure d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, ce qui est logique, puisque c'est lui qui est chargé de la gestion administrative, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Logique aussi, parce qu'on a dit tout à l'heure que la structure d'encadrement comprend des équipes. Il y a 6 équipes et il y a une équipe optionnelle qui est celle des éducateurs civiques qui peut être mise à disposition de la Fédération
par l'État. Mais justement, c'est sur demande de la Fédération camerounaise de football ou sur le ministère. C'est certainement sur demande. C'est-à-dire que même sur le plan de la sécurité, c'est sur demande. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise doit formuler cette demande. Exactement. Vous comprenez un peu? Ou alors le ministre même peut identifier la nécessité et mettre à disposition. Mais il faut qu'il mette à disposition les gens qui sont prévus par le décret. Il ne doit pas mettre à disposition des entraîneurs. Non. Puisque la gestion administrative des entraîneurs à la fédération. Exactement. C'est d'ailleurs une prérogative régalienne, puisqu'on a vu que dans les statuts, c'est l'article 40 alinéa 11, qui montre bien que c'est la fédération seule qui peut procéder au recrutement des entraîneurs et de l'équipe d'encadrement. C'est-à-dire qu'on ne se limite même pas seulement aux entraîneurs, c'est les membres de l'équipe d'encadrement. Donc, c'est la fédération seule. Et je veux vous dire que même sur ce point, tellement on est légaliste au niveau de la Fédé que même à l'interne, ça sont même des choses que je ne dois pas vous dire, mais je suis obligé de vous dire pour que nous soyons complets dans la vie. Pour la lanterne des élus. Même à l'interne, il nous arrive parfois d'apostropher le président. Pour dire que non, attends, président, tu as impliqué nos compétences, attention. Là, tu as signé. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ce qu'il fait généralement, il discute avec nous, il régularise par la mise en place soit d'un comité exécutif, soit alors d'un comité d'urgence. Justement. Et ça, ce sont des rappels qui se font. Parce que nous-mêmes à l'interne, nous sommes jaloux de nos compétences. Exactement. Vous voyez un peu, nous sommes jaloux de nos prérogatives. Est-ce que le président avait le droit de convoquer le comité d'urgence comme il a fait la dernière fois? Bien sûr. Le président peut convoquer le comité d'urgence. Parce que certaines personnes arguaient que le président avait outrepassé ses compétences. Non. Là, c'est un comité d'urgence qu'il faut convoquer à tout moment. Exact. Ok. Vous comprenez un peu? Il peut le convoquer à tout moment et le texte est même plus élastique. Parce que le texte dit qu'il n'a même pas besoin parfois de convoquer physiquement. C'est-à-dire que ça peut même se tenir par voie électronique. Les échanges peuvent se tenir par voie électronique. D'accord. Et ces échanges sont valables. D'accord. C'est bien de rappeler ça parce que beaucoup de gens font souvent la confusion entre le comité exécutif et le comité d'urgence. Non, le comité d'urgence comprend les 4 présidents et le président de la fédération. On peut y adjoindre le président de la Ligue si la Ligue existe. Vous comprenez. Ou un invité que le président peut compter. Mais le comité exécutif comprend effectivement tous les membres du comité exécutif qui sont autour de 21 personnes. Donc le président est libre à tout moment de convoquer le comité exécutif. N'oublions pas que le comité d'urgence est un petit comité exécutif. C'est-à-dire que c'est un comité exécutif réduit. Vous comprenez un peu. Et bien évidemment, les décisions qui sont prises sont toujours entérinées par le comité exécutif normal, lors des convocations des séances normales. Donc il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que le président il n'a pas enfreint quelconque loi en convoquant le comité exécutif. Je vous rappelle que vous êtes sur MSI, on est en compagnie de M. Mongué Niamsi, président de la commission des infrastructures et membre du comité exécutif. On est en plein développement de l'actualité portant sur la nomination du sélectionneur national du staff. Et il est en train de nous expliquer. Monsieur Mongué, si je vous rappelle que vous n'avez pas terminé. Non, je n'ai pas terminé, j'étais en train de parler de l'article 9. Voilà. Nous étions sur l'article 9. Exact. Je vous ai dit que l'alinéa 1 est clair. Il n'y a aucun débat. Ce texte est tellement clair. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens essaient de polémiquer dessus. L'alinéa 1 dit bien que les membres des structures d'encadrement, soit par le président de la fédération, soit par le ministre. Non, soit par une mise à disposition. Oui, par le ministre. C'est lui qui fait la mise à disposition. Parce que la mise à disposition, telle que nous l'avons vue dans l'article 69 de la loi de 2018, il s'agit des fonctionnaires. Et c'est lui qui gère les fonctionnaires. Ou des agents relevant du code du travail. Et c'est lui qui les gère. Vous comprenez un peu? Donc, il peut décider de les mettre à disposition là, mais ça ne concerne pas les sélectionneurs. Je vais aller plus loin, parce que c'est que l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils se limitent à l'article 1. Allons à l'article 2, quoi, vous allez comprendre la nuance. Vous comprenez un peu? Article 2, puisque on sait que la Convention parle des
salaires. Des salaires, non. On sait que la convention, on s'est dit aujourd'hui que la convention touche l'aspect financier. On est d'accord? Allons-y à l'article 2 et on va lire doucement. Parce qu'il y a toute une subtilité derrière que si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas comprendre. Les salaires de l'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints des sélections nationales sont payés par l'État. Les salaires de l'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints sont payés par l'État. On est d'accord? Pourquoi il le dit? Il le dit simplement parce que la coordination est payée par la fédération. D'accord. On est d'accord, non? Ça veut dire que quand il a dit exclu, quand la lignée 2 exclut les entraîneurs, on sous-entend derrière, et c'est normal par rapport au décret, que la coordination est payée par la fédération. Le plus intéressant, donc, c'est l'article, la lignée 3. Les salaires des membres des structures d'encadrement mises à disposition. D'accord. Quand on parle donc des structures d'encadrement mises à disposition, on a dit exclu l'entraîneur et l'entraîneur principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entraîneur et l'entraîneur principal ne peuvent jamais être mis à disposition. C'est clair. On est d'accord, non? Ça, c'est un aspect que les gens ne regardent jamais. Ils se contentent de lire l'article 1, la lignée 1. Il y a la lignée 2 qui fait bien distinguo entre les membres d'encadrement, entraîneurs et entraîneurs adjoints, qui eux ne sont pas mis à disposition, et les membres d'encadrement qui ils sont mis à disposition. Et l'article finit en disant les salaires des membres des structures d'encadrement mis à disposition de la fédération par l'État sont payés par l'État. Normal. Mais oui, parce que ce sont des fonctionnaires, des agents. On a dit que c'était le fond. Il y a quel débat là? Non, il y a quel débat? Même moi, je vois des gens faire la sorcellerie. Il faut, je vous l'ai dit, nous sommes en droit étroit. Ne faisons pas trop d'amalgame, comme on dit, les textes liés au sport. Il faut les lire tels qu'ils sont. Il faut les lire tels qu'ils sont. Il ne faut pas les torpiller. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Vous voyez que quand vous lisez ces textes de la manière simple, il y a un problème là-dessus. Non. Est-ce que le ministre peut se baser, est-ce que la tutelle peut se baser dessus pour pouvoir nommer? Non. Bien sûr. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, moi, j'ai fait cet exercice juste pour vous dire que par exemple, du juridisme, on peut aussi en faire. Vous comprenez un peu? Maintenant, les gens veulent tirer la couverture de leur côté. Non, ça sert à rien. Ce texte est clair. Et je vous ai dit que des textes comme la Convention, j'ai suivi Maître Mandi hier, lors des débats, que la Convention est une entente entre parties. Bon, bref, il a donné une définition. Mais je voudrais dire que cette Convention-ci, elle n'est pas comme des conventions que je peux signer entre M. Nah et moi parce que on veut s'entendre sur un point. Non, ça c'est une convention instruction. Il faut que les gens comprennent que c'est une instruction du président de la République. Le président de la République a dit en matière financière, allez gérer avec la fédération, mais sur la base d'une convention, c'est-à-dire essayer de vous entendre. Donc c'est une convention instruction, c'est pas une convention qu'on doit prendre comme les autres. Et aucune disposition de cette convention ne peut être contraire aux dispositions du décret. Comme je vous ai dit, c'est pas un texte complémentaire, c'est un texte dérivé. Mais monsieur Monguel, oui, il faut déjà qu'on dise que cette convention est née d'un conflit qu'il y avait entre la fédération et le ministère des Sports à l'époque, en 2014. Et dans cette convention, il est écrit, je crois que c'est dans le préambule, où on a dit, il n'est pas, dans cette convention, ce n'est pas le lieu de montrer qu'il y a une partie qui doit avoir raison sur l'autre, mais que c'est une entente entre les deux parties. Et justement, quand on dit que c'est une entente entre les deux parties, pourquoi est-ce que le ministre des Sports se base sur cette convention alors qu'on a bien dit que chacun ne pouvait pas empiéter sur le domaine de l'autre? Il a pu arriver à nommer un sélectionneur en se basant sur cette convention. Bon, je voudrais lire une disposition, je ne sais pas si je vais la retrouver. Je sais que
je ne sais pas si je vais retrouver cette disposition ici. Je vais quand même, je vais la chercher dans mon texte pour t'expliquer quelque chose de très important. Parce que, attends, je vais regarder ça. Dans mon texte, pendant que vous cherchez, pendant que je peux chercher, je vais dire pour la gouverne des téléspectateurs de MSI, dans les dispositions générales, il est dit cette convention, elle détermine, clarifie, harmonise les missions dévolues à chacune des parties dans le but d'assurer une meilleure collaboration et un meilleur partenariat nécessaire à la bonne gouvernance et au rayonnement du football camerounais dans le respect des lois et règlements en vigueur, des statuts et règlements, principes de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football auquel la FECAFOOT fait partie. C'est de cette disposition dont je parlais parce qu'elle disait elle harmonise les missions dévolues à chacune. Mais comment ça se fait que c'est sur cette base que le ministre a pu avoir un argument pour dire au président de la fédération dans sa lettre qu'il lui a accordée qu'il s'était appuyé sur cette convention, pourtant la convention est claire. Moi, je vous ai dit que la convention est tellement claire. La loi même qui organise les activités sportives, la loi de 2018, est plus claire dans son titre 5. D'accord. Chapitre 1. De la tutelle du contrôle de l'État sur les acteurs sportifs. Je préfère lire l'alinéa 88, alinéa 2. Vous comprenez? L'alinéa 2 dit ceci. Ça parle du ministère. Le pouvoir de tutelle visé à l'alinéa 1 ci-dessus consiste au contrôle de la conformité des actes des fédérations sportives nationales par rapport aux lois et règlements en vigueur. Full stop. D'accord. Donc la tutelle là, c'est juste pour contrôler que chaque fois que la fédération pose un acte, est-ce que c'est conforme à la loi? Oui. Si la fédération décide aujourd'hui de recruter un entraîneur, c'est conforme à la loi. Et c'est conforme à la loi, bien sûr. Puisque les prérogatives lui permettent de... Sont exclusives. Oui, exclusives. Sont exclusives. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, depuis là, on fait le charabia contournable. C'est simplement pour dire aux autres que oui, on a aussi vu les textes. Mais il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a aucun débat. Je voulais donc finir sur cette démonstration en vous sortant. Je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que comment se fait-il donc que ce soit la présidence qui s'initie? Très bonne question. Tout à l'heure, je vous ai dit que, en dépit du fait que la fédération a ses prérogatives, en dépit du fait que la fédération a ses prérogatives, la fédération, qui par le passé a toujours été soutenue par l'État. On a vu avec le texte de 112 que c'était les subventions de l'État et les subventions de l'Office national de sport. Donc, la Fédé a toujours été supportée par l'État. Et quand je parle de l'État ici, c'est le président de la République. Donc, fort de cet attachement qu'on connaît du président de la République au sport, et particulièrement au football, la Fédération a décidé de mettre sous tampon cette prérogative qui est exclusive, de telle sorte que chaque fois, quand elle a des suggestions ou des propositions de nomination des staffs, qu'elle les soumette à la plus haute instance du Cameroun. C'est normal. D'accord. Et ce fait a été matérialisé par une décision du ministre en 2019. Voilà, le 3 août 2019. Mais je vais vous expliquer ce qui a posé problème. Vous comprenez un peu? Je vais vous expliquer ce qui a posé problème. Je vais vous lire la décision. C'est une décision dans laquelle le ministre prend des dispositions pour mettre sur pied un groupe de travail destiné à désigner le ministre des Sports actuel. Le ministre des Sports actuel, signé, non? Je n'aime pas. D'accord. Ouais, non, c'est signé, non? Ok. Voilà.
Sauf que cette commission a quel rôle? Je vais vous dire le rôle de la commission et vous comprendrez comment est-ce qu'on fait pour que les textes se retrouvent à la présidence. D'accord. Placé sous la supervision du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le groupe de travail est chargé de deux points. Élaborer les thèmes de référence, bon, je ne vais pas tout citer, examiner, analyser, discuter les candidatures, bon, je vais formuler les propositions et suggestions pertinentes candidats, adosser sur un exposé justifiant le choix, à soumettre à l'attention du gouvernement. D'accord. En vue de la destination d'un staff technique compétent pour les sélections masculines à senior. C'est donc là qu'intervient le gouvernement. D'accord. D'accord. Vous voyez que c'est un texte de 2018. Mais en réalité, s'il faut même classer ça dans la hiérarchie des textes, c'est une décision. Elle n'a pas une force probante par rapport aux lois et aux décrets. Mais la fédération a décidé de laisser faire. Parce que la fédération, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que non, au niveau de la fédération, on respecte l'instance, on respecte la présidence de la République, on ne peut pas s'amuser avec. Vous n'êtes pas de va-t-en-guerre. Non, pas du tout. On n'a même pas la possibilité de pouvoir le faire. Parce que nous aimons la République, nous sommes des républicains au niveau de la fédération. Et le président de la fédération étant le premier. D'ailleurs, par ses œuvres, vous savez qu'il a toujours été un républicain. Donc, voilà où intervient le gouvernement. D'accord. Quand j'ai dit ça, vous allez dire que, mais alors, ça veut dire que le ministre a respecté la procédure. Sauf que, allons à l'article 2 pour comprendre la nuance. L'article 2 dit, l'article 3, pardon, dit membre. On a dit c'est un groupe de travail. Oui, on a dit ce que ce groupe de travail fait, non, il paye, il choisit le groupe, machin, truc et tout, et il soumet au gouvernement. Article 3. Membre. 1. Représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique. 2. Un représentant de la Fédération camerounaise de football. 3. 5 experts. Je vais plus loin en parlant des rapporteurs. 2 rapporteurs du groupe de travail émanent l'un du ministère de l'Éducation physique, l'autre de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez que sur la base de ce texte, il y a collaboration. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est ce texte qui a été appliqué pour faire des choix et soumettre à l'attention de la présidence de la République, il n'y aura aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire, le problème que le président de la fédération a, lui qui est le président de la fédération, ce n'est pas contre les instructions qui ont été données par le président de la République. Non, du tout. Du tout. Il a un problème contre le support qui a été présenté par sa tutelle là-bas. Vous comprenez? Et si ce support a respecté cette procédure, c'est un problème parce que lui n'a pas été associé à cette procédure. Exactement. Parce que s'il avait été associé à cette procédure, non seulement il aurait signé les procès-verbaux qui montrent qu'effectivement la meilleure candidature, c'est celle de l'actuel sélectionneur de Martrice, mais il n'aurait pas eu de contestation. Vous comprenez un peu? Les gens arguent aujourd'hui en disant, mais il a envoyé ses propositions. Oui, il doit toujours envoyer des propositions, même avant que le groupe de travail ne se tienne. Il doit faire part de ses propositions. Exactement. Maintenant, ces propositions vont être débattues dans le cadre du groupe de travail. Exactement. Mais vous comprenez un peu? Le conseiller technique avait avoué que la fédération n'avait pas été associée. Mais si la fédération n'a pas été associée, ça veut dire que ce n'est plus le groupe de travail. Puisqu'on vient de dire les membres, on vient de voir qu'il y a un représentant du ministère, un représentant de la fédération. Même au niveau des rapporteurs, il y a un représentant du ministère, un représentant de la fédération. C'est pour dire que la cohabitation doit continuer jusqu'au plus bas de l'échelle. Mais vous voyez donc que si la fédération n'a pas été associée, c'est donc ce contre quoi le président de la fédération s'insurge. Exactement. Vous comprenez maintenant? Si c'est même cette procédure qui a été utilisée, elle n'a pas respecté les propres termes de son texte. Du ministre qu'il a signé en août 2019. Exact. Vous voyez un peu? Donc, ça dit que ça n'a pas respecté les propres
les propres clauses du texte. Vous voyez? Donc, du coup, c'est pour ça qu'au niveau de la Fédé aujourd'hui, le président est remonté. Parce qu'il estime que non seulement il a envoyé des propositions, mais même si ces propositions ont été débattues dans le cadre du groupe de travail qui est un groupe créé par un texte, une décision, il n'a pas été associé alors qu'il est membre de plein droit du groupe de travail. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Donc aujourd'hui on dit non, vraiment, si vous reprenez bien les textes, vous allez bien vous rendre compte que même le texte qui sort de la présidence a un référentiel, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un texte qui est arrivé du ministère. Vous comprenez un peu? Avant que la présidence ne donne sa proposition. Donc le problème du président aujourd'hui, non, c'est pas contre la décision de la preuve. C'est que quand ils ont été d'accord, par exemple, sur la désignation de son, c'est la même procédure. Exactement. Il n'y a pas eu de problème. Sauf que le détenteur de la prérogative exclusive, c'est la fédération. Donc vous ne pouvez pas faire sans la fédération. C'est impossible sur cet aspect-là. C'est clair, c'est l'organe technique. C'est impossible. Parce que la fédération peut décider de signer. Mais je vous ai dit de choisir. Mais je vous ai dit que la fédération ne le fait pas compte tenu de l'histoire qu'elle connaît, de sa vie. Vous comprenez? La fédération sait que pendant longtemps, c'est le gouvernement qui a soutenu cet aspect. Donc, même si aujourd'hui, elle commence à voler un peu de ses propres ailes, elle ne peut pas prendre sur elle de pouvoir ignorer les instructions et connaissant en plus l'attachement que le président de la République a vis-à-vis des activités sportives et particulièrement du football. La Fédé est en droit de pouvoir soumettre ses propositions au niveau de la présidence. Donc, voilà un peu brosser l'éclairage qu'il était important que les Camerounais sachent. Mais je m'en bien, c'est comment sortir de ça? Comment sortir de ça? Vraiment, c'est une question très très compliquée, très difficile. Mais je pense que Maître Mamaye a dit quelque chose hier qui était une chose très pertinente. C'est qu'il a dit qu'il faut mettre en avant le dialogue. Il faut mettre en avant la discussion, il faut échanger. Je pense qu'on a atteint un stade où les deux têtes de proue, c'est-à-dire le président de la fédération, puisqu'il est dépositaire de notre pouvoir, nous, au niveau du COMEX, et sa tutelle, doivent s'asseoir, discuter et ne pas être rigides sur les positions. Parce que moi, je pense que si ça s'était fait, même en respectant la décision de 2019, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Vous comprenez un peu? Il n'y aurait aucun problème. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire, il y a un dialogue nécessaire qui doit s'opérer entre le président de la fédération et sa tutelle, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure sortir de cet imbroglio. C'est même pas un imbroglio, c'est presque c'est de l'impasse un peu. C'est une impasse. Oui, c'est de l'impasse parce que c'est très difficile aujourd'hui. Nous avons mal au niveau du COMEX aujourd'hui de voir tout ce jeu qui se passe. Alors que nous savons tous que tous dansent sur nos prérogatives. Parce que comme je vous ai dit, les statuts sont clairs, c'est le COMEX qui l'occupe. Oui. Si nous avons décidé de taire un peu ce pan, simplement pour faire plaisir à certaines personnes, vraiment, il faudrait que ces personnes taisent un peu les égos, que ça c'est. Je pense qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui est un grand frère, qui est un aîné, qui en plus même est dépositaire des pouvoirs traditionnels. Il peut appeler son petit frère. Ils s'accordent, ils discutent. Il ne faudrait simplement pas qu'il soit trop rigide, parce que ce qui est sûr, le petit frère se sent blessé. Il se sent véritablement blessé. Donc je pense qu'il faudrait que les deux essaient de mettre en avant la raison d'État. Vous comprenez un peu, qu'ils comprennent que honnêtement, il va de l'honorabilité de notre équipe qui partant de tout le Cameroun. Donc il faudrait véritablement qu'ils discutent. Ce qui est sûr, moi j'ai vu des signes de flexibilité au niveau de mon président.
il a montré des signes de flexibilité. Rappelez-vous qu'après la sortie de ce communiqué, le COMEX lui avait donné 72 heures pour désigner. Le comité d'urgence. Oui, le comité d'urgence, oui, lui avait donné 72 heures pour désigner. Il ne l'a pas fait. Et je pense que c'était une décision sage. Parce que je dois aussi te dire cette vérité, c'est que nous avons débattu au sein. Nous n'étions pas tous d'accord parce que dans ce comité exécutif, il y a des hauts commis de l'État, il y a des hauts cadres du parti, il y a des très grandes autorités. Donc, nous n'avons pas voulu entrer en front. Nous avons supplié notre président pour qu'on n'entre pas en front contre les instructions du gouvernement. Maintenant, la vérité aussi, c'est qu'il y a quand même des détails hyper importants. Il y a des détails hyper importants dessus qu'il faut voir. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes qui ont été proposées dans ce stade carrément, les lions, sont des personnes qui ont traîné certaines casseroles au niveau de l'Afrique. Exactement. C'est un problème. C'est un problème. Je ne sais pas si aujourd'hui la tutelle peut accepter qu'on lui impose des personnes qu'elle a répudiées. C'est pas possible. Donc il faut tenir compte de ça. Il faut savoir qu'il y a des hommes et des humains qui marchent avec des principes. Vous comprenez? Oui. Et pour moi, je pense que quand deux personnes qui étaient très liées avant ont atteint un point de non-retour, il ne faudrait pas qu'elles se voient imposer un travail à faire ensemble. C'est un travail qui ne marchera pas. On va vous me dire que non, c'est de l'administration, tu n'es pas obligé de travailler avec ton ami. Non. Je pense que partout, il y a le spoil system. Quand tu es nommé quelque part, tous ceux qui sont autour de la tutelle aujourd'hui sont des personnes proches de la tutelle qu'elle maîtrise. C'est un peu comme ça. Généralement, quand tu es positionné à un endroit, tes plus proches sont des personnes en qui tu as un minimum de confiance. C'est la moindre des choses. Tu peux pas t'afficher de quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Ça va être très difficile de pouvoir manager. Donc, je pense qu'il faudrait que la tutelle tienne compte de toutes ces considérations. Tous ces paramètres. Et, oui, de tous ces paramètres. Mais est-ce que ce n'était pas une provocation d'avoir quand même nommé un coordonnateur des équipes nationales alors qu'on sait que les textes prévoient que c'est la fédération? Je ne veux pas faire un jugement d'intention. Je ne veux pas juger les intentions de ma tutelle. Je suis journaliste. Je ne pense pas. Tu sais, généralement, certains aînés ont souvent l'habitude de dire que parfois quand tu es à des hautes responsabilités, tu peux te retrouver à désigner des personnes même que tu ne connais pas. Parce que généralement, ce sont des personnes qu'on te propose. C'est ton entourage qui te propose des personnes. Tu ne peux pas connaître tout le monde à la fois. Donc, moi, je prends ça sous ce cadre. J'estime que, ces personnes-là ont été proposées à la tutelle. Et je pense aussi que sachant pas que la tutelle doit donc essayer de comprendre la motivation que le président de l'Afrique a à ne pas vouloir travailler avec cette personne. Je pense que c'est un point important. Si ce point-là est apaisé, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de compromis qui peuvent être trouvés. D'accord, on va sortir de cet entretien parce que vous êtes membre du comité exécutif. Et vous savez, d'opinion, tout à l'heure, vous avez levé un équivoque sur l'aspect que vous êtes membre du comité et parfois, vous ne laissez pas la possibilité au président parfois d'outrepasser. Vous le dites souvent, vous faites un rappel. Est-ce que, comme tout le monde, tous ceux qui écoutent généralement MSC TV, on entend souvent les gens dire « Oui, le président de l'Africafoot, c'est lui qui décide de tout ». Quel est le comportement du président de la fédération pendant les réunions du comité exécutif? Est-ce que c'est lui qui décide de tout et il veut jouer? Puisque on va pas faire la fine bouche ici. On est quand même, on l'appelle trivialement Dadis Camara. Est-ce que c'est ce comportement qu'il a? Non, vraiment, je vais être très honnête. Non, c'est pas ce comportement qu'il a. Le président est un être humain, comme toute personne, il a ses manquements. C'est-à-dire que je ne peux jamais avoir la prétention de penser que
le président Samuel Eto'o-Fils est quelqu'un de parfait, non. Il a ses manquements. Il y a même des points sur lesquels on ne s'entend pas sur. C'est-à-dire qu'on échange pendant des jours, je lui demande que c'est pas bon, le choix qu'il veut prendre n'est pas bon. Bien évidemment, je ne suis pas le seul, il consulte beaucoup de personnes, il consulte la plupart des membres du comité exécutif. Et n'oubliez pas que dans le comité exécutif, on peut toujours ne pas être tous d'accord sur une décision. C'est pour ça que les statuts prévoient le vote. Sauf que dans ce vote-là, le président a une voix prépondérante. Ça veut dire qu'en cas d'égalité, c'est sa voix qui compte. Donc non, ce n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui peut souvent prendre des orientations qui, à la fin, ne sont pas objectives. Mais c'est un manager, c'est normal. Les managers ont le droit de se tromper. Je l'ai dit une fois. C'est-à-dire que, surtout que pour moi, c'est sa première expérience managériale. Donc, il doit même se tromper constamment pour qu'il puisse, je vais dire, que se corriger et avec le temps affiner son management. Non, ce n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui écoute, mais c'est quelqu'un qui est très ancré dans sa logique. C'est-à-dire que quand il a l'impression que ce qu'il pense est correct, il fonce. Il fonce. Parfois, même si on lui donne des avis, on a des avis réservés, il fonce. Et nous aussi, nous sommes limités. Nous sommes limités pourquoi? Parce que, honnêtement, nous sommes tous au COMEX, mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont au COMEX ont joué au foot. On joue au foot. Donc, en réalité, s'il y a un aiguillon principal qu'on doit suivre là-bas, c'est lui. Parce qu'on estime qu'il connaît mieux cette matière que nous. Vous comprenez un peu? Donc, parfois, quand il prend des orientations, même si on n'est pas d'accord, on le laisse. On le laisse parce qu'on pense qu'il est plus outillé que nous dans ce domaine. Vous voyez? Donc, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un Vatanguais, c'est pas quelqu'un qui est toujours. Non, nos échanges au niveau du COMEX sont souvent houleux. Oui. On discute parfois à bâton, c'est pas évident. On a souvent entendu des gens dire qu'il n'écoute personne. Non, bon, après, il a ses convictions. Ça, c'est vrai, il a ses convictions, comme tout homme. Il a ses convictions. Est-ce que vous écoutez tout ce que votre homme vous dit? Ah, ouais, voilà. Il a ses convictions, comme tout homme. Il pense souvent, voilà, que ce qu'il choisit comme orientation semble être la meilleure orientation, mais après, il peut aussi se tromper, il arrive qu'il se trompe. Et ce qui est bien avec lui, c'est que quand il se rend compte qu'il s'est trompé, que ce soit sur le choix des hommes, que ce soit... Oui, vous voyez qu'il a remplacé plusieurs personnes autour de lui, ça veut dire que parfois il s'est trompé sur le choix des hommes. Il a l'humilité de revenir vers les uns et les autres, ou alors les personnes qui ont été consultées pour dire que tu avais raison, vraiment je n'aurais pas dû faire ceci, ou je n'aurais pas dû faire cela. C'est quelqu'un de très humble. Et puis, j'ai toujours dit quelque chose par rapport à ces élections à la FIDI. Je le dis encore. Samuel a gagné cette élection seul. C'est vrai? Je dis bien seul. Pour ceux qui connaissent tous les contours, et je pense que Jean Pimentel a dû le dire d'une manière ou dans l'un des, je veux dire que dans une intervention, il a dû préciser ça. Parce que c'était un travailleur invité. Moi, je me rappelle des réunions que j'ai fait avec lui il y a 2 ou 3 heures, quand moi je somnolais, et le monsieur était là tout debout, on avait réunion à 7h30 le lendemain, à 7h30 il était là. C'était un bosseur, c'est quelqu'un quand, et je comprends pourquoi il a réussi dans le foot. Vraiment, quand quelqu'un a des qualités, il faut les reconnaître. Vous comprenez? Quand quelqu'un a des qualités, c'était un grand travailleur, Samuel. Et je voudrais que les Camerounais comprennent que Samuel a sa vision par rapport au football camerounais. Peut-être qu'il ne mène pas, il n'implémente pas cette vision comme les Camerounais souhaitent. Mais c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est un incompris? Non, oui, incompris par certains. Parce que vous voyez, il focalise tellement l'attention des uns et des autres aujourd'hui au point où je ne sais pas si on peut passer une journée sans parler de l'Africa Foot au Cameroun. C'est devenu une véritable religion. Sauf que, quand je le dis, ça ne sert pas ses intérêts. Parce que c'est un moment, je vous demande, le président, tu
prends ce moral où pour tenir. Parce que il est trop difficile pour un Camerounais ou pour un être humain même de penser que tous les jours, matin, midi, soir, il y aura des invectives sur toi. Et il a fait ceci, il a fait cela. Non, c'est trop difficile. C'est trop difficile. C'est pas évident pour lui, mais bon, on essaie comme on peut de l'accompagner. On espère véritablement qu'il pourra faire. Mais j'avoue que, honnêtement, ce mandat n'a pas été paisible. Ça, honnêtement, ça peut être un mandat paisible. Ça peut être un mandat paisible. Même pour vous? Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça peut être un mandat paisible, c'était un mandat très difficile. Vous savez, quand le président est invectivé, les invectives touchent tout le monde. Oui, ça touche le COMEX, ça touche l'AG, ça touche tout le monde. C'est pour ça que moi, je voudrais inviter tous les membres du comité exécutif à faire preuve de solidarité. Voilà, faire preuve de solidarité autour du président, essayer de le soutenir. Bien évidemment, quand je le dis, ce n'est pas pour dire que nous devons rester rigides. Non. La République passe avant tout. Nous devons tout faire au niveau du COMEX pour que cette crise qui commence à mettre un peu de temps, c'est pas une fin. J'espère vraiment que certains zéniths que je connais dans le COMEX pèseront de tout leur poids auprès du président pour que vraiment qu'on trouve une porte de sortie. Il y a des échéances qui pointent à l'horizon dans quelques jours. Il est important véritablement qu'on puisse stabiliser la situation du staff technique et afin que les mécaniques commencent à aller. Voilà. Vraiment, vous venez d'assister à un grand moment de télé sur MSI TV. Monsieur Daniel Mongué-Niamsi, qui a épluché de bout en bout les textes. Il nous a fait rentrer même dans l'intérieur du comité exécutif. Il nous a un peu baladé dans la gestion du président de la Fédération camerounaise de football. C'était un grand moment de télévision avec ce monsieur, Daniel Mongué-Niamsi. Merci. Si vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs de la chaîne MSI qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, je tiens à vous le rappeler. Merci de nous avoir accordé cet entretien qui vraiment va rester dans les annales et qui pourra apporter des solutions pour cette petite mini-crise, parce que moi je l'appelle la mini-crise parce qu'elle va finir par trouver un terrain d'entente. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs? Oui, bon, comme dernier mot, voilà, je vais dire que honnêtement, au niveau du COMEX, nous avons pris conscience du fait que la désignation des encadreurs était l'une de nos prérogatives. Nous avons effectivement mandaté le président pour qu'il essaie de manager de telle sorte que nous puissions trouver une porte de sortie à cette mini-crise. Et tu as raison d'appeler cela mini-crise parce qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui devait arriver. Tu sais, dans certains forums, il m'arrive parfois de faire des petits coups de gueule. Petits coups de gueule. Je ne suis pas ethno-fasciste, comme dit souvent le grand frère Louis Lobert. Mais je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné quand j'ai l'impression que aujourd'hui, quand tu regardes tout autour du sport, particulièrement du football, tu vas te rendre compte que c'est une région qui tient les rênes. Tu vas voir Samuel qui est du littoral, la tutelle qui est du littoral, je ne sais pas, Jojo qui est du littoral. Moi je suis dans un groupe, je ne peux même pas me compter. Donc du coup, on se dit, mais pourquoi ça ne devrait pas marcher en fait? Ce sont quand même des frères. Quand je le dis, c'est pas pour dire que je suis tribaliste, mais c'est pour dire que je constate simplement, c'est un constat, je constate simplement que c'est une région qui tient les rênes. Pourquoi ça ne devrait pas marcher? Donc, je profite donc pour interpeller les leaders de cette région, pour que ces leaders essaient de voir s'ils ne peuvent pas faire asseoir ces enfants, parce que tous ces enfants sont des enfants de région, ils font que véritablement, honnêtement, on trouve une issue de sortie. Nous sommes tous des serviteurs passagers au poste que nous occupons aujourd'hui. Samuel n'est pas éternel, il partira. D'autres aussi qui sont là ne sont pas. Tout le monde partira après. Mais qu'est-ce qu'on va laisser? C'est cette image de guerre qui va rester. Donc c'est pour ça que je dis honnêtement, moi c'est l'invite que je peux lancer ici. C'est d'inviter certains leaders de la région pour que ces leaders fassent asseoir
ces dignes fils du littoral afin qu'on puisse trouver une porte de sortie. Et puis, je vais dire autre chose aussi, c'est de dire que tous les acteurs sportifs, que ces acteurs s'imprègnent de la lecture des textes, c'est très important. On ne peut pas penser gérer une fédération si on ne lit pas les textes. Et cela concerne tout le monde. Les membres de la fédération, les acteurs de foot, présidents de club et tout. Vraiment que chacun fasse tout. Même les joueurs. Que chacun fasse tout pour avoir vraiment une certaine idée, une certaine connaissance, même si elle n'est pas totale des textes. Je pense que ça facilite beaucoup la compréhension des uns et des autres sur certains sujets qui paraissent sensibles. Nous sommes des serviteurs passagers, c'est un des mots de Daniel Mongué Niamsi, dont je rappelle que sa parole est très rare. J'espère que cet entretien qu'on a eu va servir pour qu'on puisse sortir de cette crise. Vraiment, monsieur Daniel Mongué Niamsi, MSI Télévision vous dit merci. Non, moi, c'est moi qui vous remercie. Hein. C'est une très belle tribune. Honnêtement, bon, moi, j'avais décidé de ne plus vous parler. Exactement. Parce que, voilà, je vous rappelle que j'ai forcé. Hein. Ouais, tu as forcé. Et puis après, bon, c'est ça. Si ces échanges ont permis d'éclairer un peu l'antenne des uns et des autres, honnêtement, j'en suis très ravi. D'accord. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine pour une autre interview exclusive avec peut-être, on ne sait jamais, le président de la Fédération camerounaise de football. Je lance un clin d'œil parce que MSI Télévision fait beaucoup pour le football camerounais. Vous avez vu, on a les playoffs, on les a diffusés tout au long de ces playoffs et ça a été un succès. Merci à vous aussi de nous écouter et d'être nombreux sur nos pages Facebook. De temps en temps, cliquez pour que chaque fois qu'il y a un événement qui nous concerne, vous soyez les premiers à regarder. Et sur ce, je vous dis merci à tous et bonne soirée et bonne journée. Ciao. Ciao.